Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, Votre guide pour la semaine, notre chauffeur Glenn vient se présenter, nous souhaiter la bienvenue en Amérique, aux États-Unis. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique.
mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. La school bus. C'est joli, hein? Ouais. Les bus scolaires, c'est immuable ici, même s'ils sont nouveaux, oui. Là, vous allez. Ce qui est en travaux à droite, c'est le mémorial de Lincoln. Sur votre gauche, le Capitole. Vous pouvez voir, vous voyez, les deux couleurs différentes de la pierre. Notre guide vous en parlera tout à l'heure. En traversant le Potomac, si vous regardez à droite, l'église là-bas que vous voyez dans le fond, c'est en fait pas une église, c'est l'université de Georgetown. Vous reconnaissez le bâtiment blanc carré là, qui est donc le mémorial Kennedy. Et les bâtiments derrière, un peu arrondis, c'est le Watergate, hein, ce sont des résidences. Et la grande cathédrale que vous voyez là-bas au bout, c'est la cathédrale nationale, tout au fond là-bas. La National Cathedral, la cathédrale nationale. Et regardez bien devant vous, vous allez voir une maison qui ressemble à une plantation en haut de la colline. Hein, June va vous en parler, c'est la plantation de Robert Lee, grand général sudiste, qui était marié à une petite fille de George Washington. Sachant que George Washington n'a jamais eu d'enfant à lui, ses deux enfants c'était les enfants de Martha, sa femme, d'un précédent mariage. Et donc la petite fille avait épousé Robert Lee. Et donc tout ça c'était sa plantation. Et comme il est passé au sudiste, le gouvernement a récupéré toute la plantation. Il a fait 6 enfants qu'il n'a jamais reconnus et il n'en a jamais libéré un. Ah oui, 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 oui. Okay. Ça c'est le mémorial de la plantation, on la reverra bien quand on sera dans le cimetière. Alors, premièrement, bienvenue à Washington DC, capitale des États-Unis et siège central du gouvernement américain depuis 1800. Mais vous n'êtes pas encore à Washington DC, hein? Vous êtes en Virginie, au cimetière national militaire de Arlington. Vous savez, Arlington n'était pas toujours un cimetière. Au début, c'était une plantation dans la famille de George Washington, hein, ou bien dans la famille de sa femme, Martha. Le petit-fils adoptif de George Washington a fait construire la maison que vous avez vue, et sa fille Marie a épousé le général Robert Lee. Hein? Ce nom vous dit quelque chose. Hein? Tout à fait. Lorsque Robert Lee habitait la propriété, 30 ans avec sa famille, et lorsqu'il il partait à la tête des forces sudistes, sécessionnistes, le gouvernement a pris la maison et la propriété pour la défense de la villa. Et après, les premières tombées ont été enterrées là. Et après la guerre civile ou la guerre de sécession, Arlington est devenu le cimetière national militaire. Maintenant, il y a 240 000 tombes ici. Ça semble beaucoup, n'est-ce pas? La plupart des familles choisissent d'enterrer leur chair chez eux, pas ici. Mais maintenant, il y a une influence parce que pas seulement les tombées de la guerre d'Irak et Afghanistan, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Vietnam et de la Corée vieillissent et meurent. Presque tous les jours, 25 ou 30 enterrements. Vous allez voir toujours le drapeau en berne. Hein? Qui a le droit d'être enterré ici? Pas seulement les soldats tombés dans la guerre, aussi par exemple un militaire qui a passé toute sa carrière dans le militaire et est mort comme ça, et sa famille, les femmes et les enfants jusqu'à l'âge de 20 ans. Et aussi un civil qui fait la guerre, qui rentre avec des médaillons de courage. Une troisième chose à vous dire avant de descendre. Vous connaissez les cimetières américains en Normandie peut-être. Hein? Ceux qui frappent, qui sont ces pierres tombales uniformes, identiques.
Ici, Arlington, ce n'était pas toujours le cas. Au début, en général, pouvait avoir un tombeau beaucoup plus important. Une famille riche pouvait acheter un petit terrain pour en faire ce qu'on voulait. Noir et blanc, enterrés dans différentes zones du cimetière. C'est seulement depuis la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement dit non. Le sacrifice, c'est le même pour tous. Alors les tombes aussi doivent être les mêmes. Her memory, she is smiling alone in the land. On reste pas longtemps ici, juste pour regarder, pour reprendre souffle. Et puis nous allons maintenant rendre hommage, visiter les tombes des 3 frères Kennedy. Hein? I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time Dans la tombe familiale à Cape Cod, mais c'était Jackie et Bobby Robert, le frère, qui ont dit non, ils appartiennent au peuple. En effet, un président a le droit d'être enterré ici. Et Kennedy aussi, il avait fait une carrière brillante dans la marine militaire avec des médaillons de courage. C'était Jackie Kennedy qui a choisi l'emplacement du tombeau et la forme qui est simple et sobre comme le cimetière. Un mur bas avec ses discours, ses mots plus célèbres gravés. Et puis, Jackie s'était inspirée de la flamme éternelle à Paris du tombeau du soldat inconnu à Paris. Hein. Vous allez voir aussi la flamme éternelle. En effet, il y a ici 4 tombes du président, Jackie Kennedy, et on me dit, mais elle était mariée avec Onassis, elle était veuve, elle avait le choix. Et puis les tombes de 2 enfants, une fille morte, née morte, sans nom, et un fils qui était en vie seulement 2 jours. of smoky days, the stale cold smell of morning. A street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to leave me all alone with Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. La guerre de Vietnam, 1959 jusqu'à 1975, une longue guerre dans un pays lointain, service militaire obligatoire à la fin
beaucoup d'Américains n'étaient pas d'accord avec cette guerre. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Oh, say, can you see by the dawn's early light For women's suffrage? what so bright The reason women at the twilight's last gleaming. No! Wait! Stop now! Israel is engaged United States into a nuclear war! Wake up! The whole world is responsible to protect the planet! Ça, la fin de 2000. Ah oui, à moi. Bonjour. Demande-lui comment on fait ton cadeau, il a la réponse. Bonjour, merci, président, grand plaisir. Président du Conseil général, Monsieur le Président, et le sénateur Randonnée. Grand honneur de vous accueillir, Monsieur le sénateur. Merci. Oh, bah non, je vous en prie. Merci de votre disponibilité. Oh, bah c'est là. Pardon de notre retard. Oh, on n'a mais pas vous- maîtrisé la circulation. Croyez-moi, vous êtes chez vous dans ce lieu, voilà, complètement chez vous. Je veux dire, c'est impressionnant de voir toutes ces écharpes tricolores. Bon, j'en perds mon latin. Pierre Camoni est président du Conseil général du Lot-et-Garonne. Monsieur le sénateur Henri Tandonnet, Monsieur le président Jean-Dionis Ségour, président de l'amicale des maires du Lot-et-Garonne, que je remercie beaucoup d'avoir, si je comprends bien, pris l'initiative de cette rencontre. Simplement pour vous dire que c'est un immense plaisir pour mon équipe et pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'ambassade de France, une installation, un bâtiment que vous pouvez considérer comme votre lieu, un endroit où vous êtes complètement chez vous. Je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. J'en suis intimidé, parce que c'est la première fois de ma vie, je dois dire, que je vois une telle audience, très réellement, c'est assez impressionnant. Et vous dire combien je suis heureux de cet échange. On ne soulignera jamais assez combien les collectivités locales que vous représentez ont un rôle essentiel à jouer dans notre
politique étrangère au sens large, et combien la relation entre le ministère des Affaires étrangères et l'État, d'une manière plus générale, le ministère des Finances, ici représenté par mon collègue Jean-François Boitin, et les collectivités locales, est une relation essentielle et en plein développement. C'est plus vrai encore aujourd'hui, compte tenu de la priorité affichée avec beaucoup de force par le président de la République, par notre ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, à la priorité économique. C'est vraiment aujourd'hui notre priorité numéro 1, la diplomatie économique. Et de ce point de vue-là, j'y reviendrai. Nous avons beaucoup de synergie très naturelle entre vous et nous, entre l'État, et notamment le ministère des Affaires étrangères, et les collectivités locales que vous représentez. Et sachez que pour moi, naturellement pour Jean-François Boitin, pour l'ensemble de l'équipe ici, c'est number one priority, comme on dit, la priorité numéro 1, que d'un côté, encourager nos entreprises à gagner des parts de marché ou à investir aux États-Unis pour y créer de l'emploi en France, d'un côté, et de l'autre, encourager les industriels américains, les entreprises américaines à investir en France. J'y reviendrai dans une seconde. Alors sans trop abuser de votre temps et en vous remerciant d'avoir pris de votre temps justement qui est précieux pour venir ici chez vous, à l'ambassade, je voudrais au fond, avant les autres intervenants de l'après-midi, vous fournir un bref cadrage sur la relation franco-américaine, d'une part, nos priorités, d'autre part, et enfin la situation aux États-Unis telle qu'on peut la voir tracée à la serpe, et en essayant d'aller assez vite pour rattraper l'horaire. Alors un mot d'abord sur la relation franco-américaine. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Je crois qu'il est honnête de dire que cette relation franco-américaine connaît aujourd'hui une dynamique particulièrement forte. Et ce n'est pas simplement un mot diplomatique que de le dire, c'est vrai pour résumer aux trois grands niveaux qui nous concernent en priorité. C'est vrai d'abord au niveau politique, comme l'a illustré la visite particulièrement réussie que le président de la République, accompagné de M. Laurent Fabius et de M. Pierre Moscovici notamment, a effectué aux États-Unis à la mi-mai, littéralement 3 jours après son entrée aux fonctions. Le président de la République était d'ailleurs à cette même tribune, je m'en rappelle très bien, à la mi-mai, pour s'exprimer, c'était à ce moment-là une conférence de presse, juste après son entretien avec le président Obama, qui a été un entretien que j'appellerais fondateur. C'est la première fois que les deux leaders, comme on dit ici, que les deux hommes, que les deux présidents se voyaient. Et cet entretien a d'emblée placé la relation franco-américaine sur le bon pied, à travers une excellente alchimie personnelle entre les deux présidents, et leur a permis aussi de donner une forte impulsion à la relation franco-américaine à un moment clé, à la fois sur des sujets économiques comme la priorité reconnue à la croissance, et donc le président de la République et le président Obama ont défendu ensemble, le lendemain de la réunion de Washington de la mi-mai, la même priorité à la croissance économique lors du G8, du sommet du G8 de Camp David. 2 jours après, c'était le sommet de l'OTAN à Chicago, et là, pareil, nos deux présidents ont défendu des positions concertées, qu'ils avaient concertées ensemble, sur, par exemple, la défense antimissile, ou sur, au contraire, ou sur d'autres sujets comme la question de notre retrait d'Afghanistan. Et là, je dois dire qu'il était frappant de constater, pour l'acteur que j'étais, présent dans le bureau aval, combien le président Obama a fait bon accueil à notre président, et combien sur le retrait, par exemple, de nos forces combattantes d'Afghanistan à la fin de l'année 2012, eh bien, le président américain a été dans le sens de la France, non pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire pour nous aider à réussir ce retrait dans de bonnes conditions. Donc c'était un entretien que j'appellerais fondateur. Ça, c'est pour le niveau politique. Alors, les différents couples de la relation franco-américaine, où la dimension personnelle de la relation franco-américaine joue de tradition un rôle clé. Eh bien, ces différents couples fonctionnent à la perfection. C'est vrai, je l'ai dit, entre les deux présidents. C'est vrai entre M. Fabius et Hillary Clinton, qui échangent très régulièrement au téléphone, qui se voient en permanence dans les instances internationales. C'est vrai entre notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et son homologue américain. Et c'est vrai comme ça, je dirais, à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui,
quelques mois après notre élection, encore une fois, au niveau de la relation politique, elle n'est pas bonne, elle est excellente. Deuxième élément de ce tableau franco-américain, où la dynamique est forte également, c'est sur les grands dossiers diplomatiques. Alors là, je ne veux pas être trop long, mais si vous prenez la situation, par exemple, d'engagement des deux pays dans la lutte contre le terrorisme, qui a toujours été une priorité de la relation franco-américaine, la dynamique aujourd'hui est très forte. Et là aussi, pour faire court, nous, Français, nous nous efforçons de convaincre nos amis américains qui sont traditionnellement plus concentrés sur le terrorisme au Yémen ou dans la zone afghano-pakistanaise ou encore en Somalie. Nous nous efforçons de les convaincre de regarder aussi vers le Sahel et le Mali, où le développement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique constitue pour nous, Français, la menace peut-être numéro 1. Deuxième sujet, c'est l'Iran, la question nucléaire en Iran. Là, je crois que, vous le savez, la concertation franco-américaine marche bien. Et je dirais même que nos deux pays, et je le dis en anglais dans des enceintes américaines comme je vous le dis là, je crois que nos deux pays sont à la pointe, littéralement, des efforts de la communauté internationale pour tenter de sortir de cette crise avec l'Iran, et c'est possible naturellement d'en sortir sans armes nucléaires iraniennes et sans intervention israélienne. Et là-dessus aussi, la confiance est très forte entre Paris et Washington, en liaison avec nos grands partenaires européens, de même qu'elle l'est sur la crise en Syrie. Je n'y reviens pas. On peut vous aider, y compris pour aller chercher des investissements américains et essayer de les amener chez nous. C'est notre cœur de métier et qu'on sera ravis de le faire. Voilà, merci infiniment. Monsieur le ministre conseiller, mesdames et messieurs les conseillers techniques de l'ambassade, monsieur le sénateur et président du conseil général, monsieur le sénateur, maire, je veux saluer aussi monsieur l'ambassadeur, vous avez de nombreux conseillers généraux qui ont fait le déplacement, vous avez une conseillère régionale et vous avez donc un bon nombre de maires. Peut-être d'abord, au nom des maires du Lot-et-Garonne, vous dire merci. Merci pour la disponibilité, la vôtre, et le temps que vous avez pris de nous faire cet exposé, qui pour nous est une ouverture sur le monde et une ouverture de très bon niveau, et puis la disponibilité de vos équipes qui vont prolonger cet entretien. Je reviendrai là-dessus. Votre exposé nous a passionnés, et on avait, en vous écoutant, on était fiers d'être français, fiers d'être représentés par des gens qui, comme vous, ont une expertise incontestable de ce pays. Moi, j'ai eu la chance de venir dans cette ambassade auparavant, puisque, en tant que député, j'avais fait une mission sur la télémédecine, donc je connaissais un petit peu votre maison, mais j'ai été, je vous le dis, je suis sûr que c'est le cas de mes collègues passionnés par votre exposé. Et donc, et puis fier, je voulais vous le dire, fier d'être représenté par vous-même. On a lu sur Internet votre CV, votre parcours, et qui est quand même un parcours de diplomate d'excellence, et je voulais le saluer. Et je voulais que, qu'en mon nom, les maires du Lot-et-Garonne le saluent, et qu'ils saluent aussi la qualité de vos équipes. Et ça fait du bien d'être fier d'être français. Voilà, je voulais d'abord vous dire ça. Puis peut-être après vous expliquer pourquoi les maires de Lot-et-Garonne font des voyages d'études. Parce que ces voyages d'études sont la cible d'un certain populisme, et moi je les défends. En tant que président de cette association, je les défends, et je voudrais vous expliquer pourquoi, et vous dire pourquoi ce que vous venez de faire, et ce que va faire votre ministre conseiller, va faire vos conseillers techniques, répondent un peu à nos objectifs. Nous faisons ces voyages d'études pour des raisons de culture générale. Et nous avons besoin de culture générale. Et je pense qu'il est légitime que les maires se donnent les moyens de comprendre le monde qui les entoure. Et là-dessus, donc le premier but de notre voyage aujourd'hui, eh bien, c'est de revenir dans une semaine en ayant une culture générale des États-Unis, certes modeste, mais existante. Et je suis sûr que finalement, cette culture générale est sans doute le meilleur logiciel, le meilleur pilotage que des praticiens de la vie locale peuvent se donner. Et nous faisons aussi ce voyage pour
après avoir du temps entre nous. Vous voyez, du temps entre nous. Lorsqu'on va de New York, de Washington à New York, il y a, on m'a dit 4 heures de bus, et bien dans ces 4 heures de bus, je vais parler au président du Conseil général, j'ai des choses à lui dire, je vais parler au sénateur, je vais parler à mes collègues, et ça c'est précieux. Voilà, je vous confie cela, parce qu'encore une fois, on a, nous, à se justifier. Je vous dis que nos épouses qui nous accompagnent, nos époux qui nous accompagnent, payent intégralement leur billet. Je vous dis aussi que nous payons sur nos fonds propres 80% du billet et que l'amicale paye 20% du reste. Tout ça pour vous dire que ce que vous nous venez de faire, cet exposé à la fois large et précis, est pour nous précieux et que c'est la raison d'être de notre voyage. Et je voulais vous remercier d'avoir pris ce temps et notamment donc malgré le contretemps du retard et malgré donc ce que ça doit perturber dans votre agenda. Peut-être après vous dire aussi que nous sommes déjà en Lot-et-Garonne conscients que cette relation franco-américaine, elle est certes très importante pour les grands enjeux diplomatiques, militaires, et vous les avez évoqués et de manière passionnante pour nous, mais il nous concerne aussi directement dans la vie économique du Lot-et-Garonne. Et je vais prendre un seul exemple. Nous allons, je crois que c'est demain, nous allons au siège de Bristol Myers Squibb. Et Bristol Myers Squibb est aujourd'hui propriétaire des anciens laboratoires d'UPSA, basés à Agen. Et donc, tout simplement, il pilote 1500 emplois dans la région agenaise. Ils sont, et de loin, le premier employeur à Agen. Le résultat, c'est que 20 ans après, ils ont tenu parole, ils ont modernisé l'usine, et donc tout ce que vous avez dit sur la relation franco-américaine et sur les Américains responsables de 600 000 emplois, j'ai écouté vos chiffres, en France, est pour nous absolument déterminant. Merci Monsieur l'Ambassadeur, je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci à vous, merci de votre accueil, merci à vos équipes. Je vais essayer de vous présenter une vision d'ensemble. Pardon. Je vais essayer de vous présenter une vision d'ensemble du paysage universitaire américain. Vous entendez ? Ainsi qu'une petite présentation rapide des outils de coopération que nous avons développés. D'abord, un grand merci pour l'exposé. Je demande d'applaudir très fort. Sur le Lot-et-Garonne, il faut vous intéresser à la France de l'intérieur. C'est important ce que je vais faire. Merci beaucoup. It's a hell of a time. Start spreading the news.
I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Pendant une heure, donc nous allons pouvoir discuter. Et je vais me permettre de présenter le secrétaire général adjoint pour la communication et l'information, le secrétaire Lansky Fontaine, qui souhaitait vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue ici à la siège des Nations Unies. J'étais content de vous souhaiter un bienvenue personnellement, un petit peu au moins, au nom du secrétaire général. Un jour où on doit féliciter la France grâce au prix Nobel et la contribution fondamentale de votre pays à ce prix Nobel. Comme un Européen, ça me fait fier de faire partie de cette Europe. Comme tous les pays membres de l'ONU, la France a une représentation diplomatique spécifique qui est dirigée par un représentant permanent qui est Gérard Haro. Et voilà, nous avons un service de communication et de presse et je suis l'adjoint du porte-parole. Et surtout, je suis là à votre disposition donc, pour répondre à toutes vos questions, dans la mesure évidemment de mes connaissances. Et si j'avais tout ce dont vous avez, tout ce que vous voudriez savoir, surtout n'hésitez pas à m'interroger. La Cour internationale de justice, la Haye. Oui. Pourquoi la Haye? Pourquoi pas ici au siège? Le système des Nations Unies est composé de différents enceintes, de différents forums qui sont pas tous basés à New York. L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité se trouve là. Le Conseil des droits de l'homme est aussi un organe qui se trouve à Genève. Vous avez entendu parler de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle aussi fait partie du système des Nations Unies. Elle est à Vienne. Il y a également une représentation des Nations Unies à Nairobi pour les programmes de développement. Et donc la Cour internationale de justice se trouve à La Haye. Je pense que c'est l'histoire, parce que je crois que la Cour internationale de justice existait avant qu'apparaissent les Nations Unies, avant 1945. Bon, elle s'est établie là. Des semaines à New York et inversement. Cependant, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que c'est 193 pays. 193 pays qui se considèrent égaux. On revient à votre question. La règle d'or, c'est l'égalité stricte de chacun de ces États. Et les États-Unis étant déjà la superpuissance que nous connaissons, si en plus ils rassemblaient sur leur seul territoire... On n'est pas aux États-Unis ici. On nous a expliqué que c'était des extraterritoriales. Tout à fait, mais vous vous trouvez quand même à New York. Et l'emprise qui sert de siège aux Nations Unies a été donnée par John Rockefeller. Donc,
Mais le Palais des Nations, qui servait avant au siège de la SDN à Genève, c'est là que siège le Conseil des droits de l'homme actuellement. Non, il en faut aussi pour tout le monde. Évidemment, on ne va pas multiplier les organes pour en faire 193 qui seraient répartis partout, mais voilà, il y a un équilibre aussi. La partie de la mission n'est pas financée par le budget général, il y a un accord budgétaire qui est tout à fait. Annexé à cette mission. En effet, vous avez entièrement raison, le budget des opérations de maintien de la paix, donc les salaires des casques bleus, sont payés selon des clés de répartition un peu différentes que pour le budget général. À ceci, une explication toute simple, c'est que la grande majorité des États membres, des 193 États membres, considèrent que la responsabilité de la paix et de la sécurité incombe au Conseil de sécurité et à ses 5 membres permanents. Donc, comme c'est nous, les membres permanents, qui décidons des opérations de maintien de la paix, et ben les autres décident que c'est à nous de payer un peu plus que les autres le budget des opérations de la paix. Grosso modo, la France paye 6% du budget général. Et pour les opérations de maintien de la paix, sa quote-part est portée à 7,5%, 8 à peu près. Parce que c'est notre responsabilité et nous en sommes les principaux commanditaires. Donc, voilà. Évidemment, comme le disait Peter Lansky-Tiefenthal, ces négociations et la négociation de ces clés de répartition donnent lieu évidemment à des batailles homériques qui emmènent les collègues qui se chargent des questions budgétaires jusque généralement au 24 décembre 11h55, parce que c'est vraiment très difficile de s'accorder là-dessus. Hein. Tout le monde voudrait évidemment réduire sa quote-part au budget des Nations Unies, et qu'en même temps les Nations Unies assument de plus en plus de responsabilités. Un bel exercice de diplomatie économique, et c'est en fait la session de négociation du budget commence maintenant en fait, commence cette semaine et va se poursuivre jusqu'à la fin décembre, et on va négocier précisément les clés de répartition de ces contributions, avec une certaine évolution. C'est que vous l'avez sans doute remarqué, au cours de ces dernières années, il y a des pays émergents qui disposent, eux, de plus en plus de ressources économiques. Or, pour l'instant, ces pays contribuent peu au budget des Nations Unies. À titre d'information, juste un petit chiffre, la Belgique, par exemple, contribue plus que l'Inde. En termes de PIB et en termes de santé économique, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le même ordre de grandeur. Et donc voilà, la France, les Européens et d'autres de nos partenaires avec qui nous partageons beaucoup de choses, grosso modo en fait le Japon, les États-Unis, le Canada, on essaye de modifier un petit peu cet équilibre des choses pour que chacun en fait paye sa quote-part, sa juste part du budget en fonction de sa santé économique. Il y a 2 organes principaux qui sont représentés, c'est l'Assemblée Générale, hein, les 193 États membres qui sont là à égalité, un pays, une voix, et donc la Chine, 1,3 milliard d'habitants, pèse autant que Tuvalu, une île du Pacifique sous dominion américain. Et puis l'autre organe vraiment essentiel du système des Nations Unies qui se trouve ici à New York, c'est le Conseil de sécurité. 15 membres, 5 membres permanents, 10 membres élus pour des mandats de 2 ans. Et ce Conseil de sécurité, il a cette particularité que ces décisions sont les seules qui ont force de loi. Au terme de la Charte des Nations Unies, les décisions du Conseil de sécurité s'imposent à tout le monde, s'imposent à tous les États de la planète. Alors après, faire imposer ou faire respecter ces décisions, c'est une autre question, mais c'est le Conseil de sécurité qui est vraiment l'organe central de la paix et de la sécurité, et qui dit le droit en la matière, et qui en particulier donne les autorisations de recours à la paix. Nous courons le risque, si aucune solution n'est trouvée, et si la situation perdure, que peu à peu, le Conseil de sécurité perde de sa légitimité. Alors
si le Conseil de sécurité perd sa légitimité, c'est sur nous, France, les pays moyens à vocation mondiale, comme on dit, que ça va retomber. On ne va jamais remettre en cause la position des États-Unis, on va sûrement remettre en cause la position de la France et de la Grande-Bretagne. Et donc, un nombre avec deux sièges qui seraient donnés aux Africains. Ensuite, c'est aux Africains de décider qui ils veulent mettre au Conseil de sécurité. Et évidemment, il va y avoir plusieurs lignes de partage entre francophones, africains francophones, africains anglophones, entre nord-africains et Afrique noire. De manière générale, 80% ou 90% des décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité sont prises à l'unanimité. Parce que ce sont 15 membres qui sont en charge de la paix et de la sécurité dans le monde. Quand ils prennent une décision, il vaut mieux quand même que ces 15-là soient à peu près d'accord sur la marche à suivre. Et quand ce n'est pas le cas, c'est quand même le signe d'une fêlure et le signe d'un échec finalement de la diplomatie et de la négociation. Je n'ai pas eu le résultat, mais je pense que cette résolution, elle a été votée à l'unanimité. Parce que si ce n'avait pas été... C'est trop grave, en fait, comme décision. Si nous, France, qui portions ce texte, avions senti, juste avant le vote, qu'il y avait un certain nombre de pays qui n'étaient pas d'accord, on aurait retardé le vote. Le Conseil de sécurité avait retrouvé sa dynamique, avait retrouvé son allant, et on était... pensait-on, on était rentré dans une phase où justement ça allait enfin marcher, on allait pouvoir produire des décisions, on allait faire avancer les choses. Ça a été le cas jusqu'à la Libye. Le Conseil de sécurité a voté l'intervention militaire en Libye, et puis depuis 18 mois est apparue la crise syrienne, et là on a retrouvé ce qu'on n'avait pas connu depuis la guerre froide, c'est-à-dire une division majeure, un différent stratégique majeur entre les membres du Conseil de sécurité, en particulier entre les 5 membres permanents, du fait de la Russie et de la Chine, qui estiment que non, c'est pas possible, le Conseil de sécurité ne donnera pas ou ne prendra pas de décision contraignant sur la Syrie. On franchirait trop de lignes rouges pour eux, c'est trop dangereux pour eux et ils s'y opposent. Nous espérons technique. Allez, bravo. Merci beaucoup. I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's... Blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them.
Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, grandfathers, tickets to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Un souffle barbare, un remous hard rock. Dès les regards, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks. Attention, regardez le volcan. Le gasoil. Ça c'est de l'eau. Hein. Tu vois. Bravo. Okay, arigato, thank you very much. Let me say okay. Okay, don't forget later. Here we go. They act like it's a holiday. Here we go, showtime. Everybody clap your hands. Everybody clap. Hey, 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 now, hey, Bob. Here we go. Hey!
accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's our hero of the day. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. I'll pretend that I'm easy. Oh, lips I am missing. And hope that my dreams will come true. Il a été créé en 1658 par les Hollandais d'Amsterdam. Les immigrants n'avaient absolument aucune imagination. On a un nombre de Paris, vous avez vu Bayonne tout à l'heure, de Paris, de Montpellier, de Orléans, de Southampton, Plymouth et tout ce qu'on veut à l'appel. Le Saint John the Divine, c'est la plus grande cathédrale au monde. Regardez bien son cœur qui est de style néo-byzantin. Vous voyez un dôme, vous avez vu la sculpture sur votre droite aussi. La cathédrale a été commencée en 1892 en style néo-byzantin. L'architecte est décédé en 1906. Celui qui lui a succédé n'aimait pas le style néo-byzantin et donc il a continué en style néo-gothique.
Yes, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of c'est le mari là-bas, il a de la chance quand même. Hein. Et ils ont chanté depuis 17 ans ici à Sylvia, on peut l'applaudir très fort. Vive Sylvia! D'augmentation, je peux vous renouveler votre bail fixé par la mairie. Si vous êtes relogé par la mairie, vous gardez le même loyer que vous payez à la mairie avant et qui est d'environ 300 $ par mois. À l'heure actuelle, le même appartement dans Harlem, en dehors du programme de la mairie, un appartement avec 2 chambres à coucher en fonction des services que vous avez dans l'appartement et dans l'immeuble, c'est entre 2000 et 2800 $ par mois. C'est un quartier normal pour New York, hein. C'est ni cher ni pas cher. L'autre, c'est les Mets qui jouent dans le Queens. Eux, ils datent des années 50. Vous voyez le maillot soit bleu marine, soit rayé blanc. Quand vous voyez jeté, c'est pas jeté, c'est Derek Jeter qui est le capitaine des Yankees. C'est le sportif le mieux payé au monde. Il faut savoir qu'au niveau équipe, si vous prenez le salaire de tous les membres de l'équipe, c'est l'équipe des Yankees qui est l'équipe sportive la mieux payée dans le monde. Donc d'habitude, on peut avoir des places à partir de 30-40 $. Vous pouvez avoir des places. Là, les places les moins chères étaient à 140 $. Ouais, tout à l'heure, Colin Powell, dans sa biographie, quand il parle du Bronx, il dit dans les années 50, les gangs se battaient pour la marijuana. Dans les années 60, ils se battaient pour les drogues dures, l'héroïne et le reste. En 1974, il y a eu un grand blackout. Sur votre droite, au-dessus de vous, dans les films, vous voyez souvent les courses-poursuites sous le métro. Alors, le Bronx, de plus en plus peuplé, les grands propriétaires terriens se sont rendus compte qu'en séparant, qu'en divisant leurs propriétés en lots de terre, ils pouvaient vendre tout ça pour des fortunes, et on a commencé donc à transformer toute cette terre. Et c'était de plus en plus, ça s'est appauvri de plus en plus. C'est une population qui ne bougeait plus après dans le sud du Bronx.
dans les années 60 et 70, surtout dans les années 70, en 1974, il y a eu une nuit, un grand blackout, donc déjà beaucoup de guerres de drogue aussi. On parlait de Colin Powell tout à l'heure. Colin Powell, dans sa biographie, quand il parle du Bronx, il dit dans les années 50, est venu dans le Bronx, près du quartier du Tremont, et il a promis qu'il allait débloquer des fonds fédéraux pour aider à rétablir le quartier, ce qu'il a fait, ce qui est assez important, c'est le seul borough de la ville qui est à majorité hispanique, un peu plus de 50% hispanique, et on a un peu plus de 30% de noirs. Et le reste de la population, c'est blanc et asiatique. En 1638, par les puritains anglais. Les puritains, ce sont ces protestants qui sont partis de l'Angleterre quand Henri VIII a fait sécession avec le Vatican, qu'il a créé l'église anglicane. C'est le protestantisme. Les puritains, ce sont vraiment, si on les appelle puritains, c'est parce que ce sont les protestants purs et durs. Vous voyez, cette rue-là, elle s'appelle Elm. Elm, c'est l'orme. La ville de New Haven, c'est la ville aux États-Unis où il y a le plus d'ormes. L'orme, entre autres l'orme d'Amérique. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Allez, avec Obama. Allez, Obama. Je crois que Obama. Si, dans France, the brother. Dans France, en Amérique, non. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me.
My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Lean on me when times get
take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, stay in my heart, and I will love it forever and ever. The part of how I love it together, together. How it must be to live without you, would only mean heartbreak for me. Nobody but me. Forever and ever, stay in my heart, and I will love it forever and ever. The part of how I love it together, together. How it must be to live without you, would only mean heartbreak. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a 1:15. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control, and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you Another shot of whiskey, can't stop looking at the door. Tout va bien ici? Tout va bien? S'il y a un problème, vous me dites, parce que je suis bien avec la direction. Si vous avez besoin de quelque chose, tout le temps, très bien. Et vous allez à ce souvenir, c'est sûr. De bonne humeur. Je parle à mon fils, là. Vous avez toujours été de bonne humeur. Il n'y a pas de micro dans l'autre, ça va pas dans l'autre. Donc, non, sincèrement, on vous a fait courir, mes pauvres, mais vous avez toujours couru avec le sourire. Alors, c'est bien, c'est bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette belle région, que vous reviendrez nous voir. Prenons plus votre temps pour notre belle ville de New York en particulier. Hein. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly straight.